Bonjour à tout le monde, voilà, je vous salue tous, merci d'être là présent, de me suivre, merci pour les nouveaux d'être là, de regarder cette vidéo, abonnez-vous, partagez, commentez, mettez un pouce, activez la clochette si vous souhaitez que les vidéos soient dans vos favoris plus vite que les autres, voilà tout simplement. Bon, nous allons voir aujourd'hui une vidéo un peu plus longue, donc pas trop d'actualité, si ce n'est que bon, je ne vais pas vous partager l'écran d'actualité puisque je n'ai pas grand-chose à vous donner malheureusement, à part la suite de ce qui se passe, on va dire, au sommet de notre gouvernement. Je ne vais pas davantage en parler parce que ça suit son cours. Alors, à savoir que pour être plus rapide, bon, je vous en dirai un mot à la fin. Voilà, chers amis. Alors, nous allons tout de suite partager l'écran de la page d'histoire des monarques ou des rois, si vous préférez, de notre royaume, Hexagone, pays des fromages, pardon. Bon, ce micro il sonne, je sais pas pourquoi, il fait du bruit. Bon. Alors, aujourd'hui, nous parlons de Charles III, dit le Gros. Alors, sûrement que c'était quelqu'un qui, voilà. Voilà, alors Charles III, dit le Gros, hein, je reprends un petit peu le cours. Né, alors, on va faire d'abord les titres, ce serait mieux. Alors, empereur d'Occident, toujours 12 avril, toujours, enfin, 12 février, pardon, 881 à novembre 887, soit 6 ans, 8 mois et 20 jours. Couronnement 12 février 881, donc, prédécesseur Charles II le Chauve, indirectement, et successeur Guy de le Spolète. Pourquoi le Spolète? Ah ben oui, voilà. Également appelé Guy de Lombardie, fut successivement duc de Camerino en 876, duc de Spolète, oui c'est ça, en 882, roi d'Italie 889 884 et empereur d'Occident 881-884. Voilà pour ce qui est de Guy III de Spolète. Bon, ça c'est le successeur de Charles. Oh bon, j'arrive même pas à le lire. Bon, ça y est, oui. Charles III dit le Gros. Décidément, c'est un peu casse-pied. Alors, roi des Francs, bon, et de Francie occidentale, juin 885, novembre 887, soit 2 ans et 6 mois, prédécesseur Carloman II, successeur Eudes. Alors, Eudes dit Saint-Eudes, si je crois bien. Roi des Francs de Francie orientale, pardon, 876 novembre 887, soit 11 ans tout court, hein. Prédécesseur Louis III de Germanie et successeur Arnulf de Carinthe. Oui, c'est ça. Alors, il était pas du tout. Non, bon. Alors voilà un petit peu le royaume de cet homme, de ce roi. Voilà, vous voyez. Ça c'était la Gaule d'autrefois, hein, enfin, ou le pays franc, l'Italie, voilà, en partie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Roi des Francs, je l'ai dit, oriental. Donc, biographie. Alors, titre complet, empereur d'Occident, roi des Francs, France orientale, roi de Germanie, France orientale, orientale et orientale, oui. Roi d'Italie 879-887, dynastie carolingien, date de naissance 839, date de décès 12 janvier 888, 888 donc, lieu de décès Neudingen, je sais pas où c'est, père Louis de le Germanique, mère Emma de Bavière, conjoint Richard de Souabe, qui était-elle au fait? Impératrice carolingienne, elle est morte, première abbesse dans. D'accord, bon. Drôle d'écusson déjà. Bon. L'aigle romain se transmet jusqu'à. Maintenant, c'est les Américains qui ont l'aigle.
Alors, Richard de Swap, je l'ai dit, enfant Bernard, mort en 1891. Bon, c'est une hypothèse, ils ne savent pas trop. Alors, on va pas reprendre ici ce qui a été dit. Alors, par capitulation inopinée de l'héritage de ses frères aînés, Carloman et Louis III, ce troisième fils de Louis III, le germanique, héritier de l'Alémanie, donc l'Alémanie c'est l'Allemagne, à la mort de son père devient empereur d'Occident de 881 à 887 sous le nom de Charles III, puis un puissant roi de Francie sous le nom de Charles le Gros. Ah bon, il avait deux noms. Jusqu'à sa destitution à Trébure en 887. Bon, allez. Alors, les historiens distinguent l'accumulation de charges royales, d'abord roi d'Italie en 879, puis pleinement roi de Francie orientale en 882, en même temps que maître de toute la Lotharingie. Enfin, après la mort du roi Carloman II, donc fils du roi Louis II, le Bègue, et l'appel des aristocrates neustriens, rois ou régents de Francie occidentale en 885. Destin impérial, bon je passe un peu parce que c'est assez long, vous comprendrez. Destin impérial d'un prince carolingien et d'échéance, bon ça que voulez-vous. Hein. Lors du partage de Francfort en 865, Charles reçoit l'Alémanie, c'est-à-dire la Souabe et la Rhétie. C'est quoi la Rhétie? Oh, moi je crois qu'il est allemand, non pas du tout. Aussi appelé Rhétie, Lycie, était une province de l'Empire romain, habitée dans le Tyrol, ah oui, par les Rhétes, et en Bavière, par les Lyciens. Oh là, elle correspond de nos jours au canton actuel des Grisons et du Valais, au Tyrol, au sud de la Bavière. Oui, c'est en Allemagne donc. À l'est du Wittenberg et au nord de la Lombardie. Ah tiens. Bonjour les Lombards. Alors, où j'en suis là? Je ne sais même plus. Bon, enfin. Charles s'empresse de récupérer l'Italie aux dépens de son frère Carloman, diminué par la maladie. Son autre frère, instigateur de la stratégie, Louis III le Jeune, saisit dans le même temps la Bavière sur Carloman, couronné roi d'Italie en 879. Charles soutient activement Louis III le Jeune, qui, après avoir défendu en 876 les diocèses de Metz et de Trèves, possession de Louis le Germanique, convoite entre 679 et 880 toute la Lotharingie. Voilà. Bon, enfin en gros c'est ça. Bon. En fait, en gros, le partage des rôles s'établit fortement par l'Église, le Vatican, avec la monarchie des Carolingiens et puis de tous les rois qui, jusqu'à la fin, jusqu'à la veille de la Révolution, l'Église va jouer un rôle prédominant, prépondérant, à travers tout le royaume et tout l'Occident d'ailleurs, hein, tout l'Occident, puisque notre pays, l'Hexagone, a eu à cette époque-là une influence mondiale, enfin mondiale telle qu'on l'entendait à cette époque, j'entends bien, avant que soient indépendants les USA et tout ça, bien entendu, hein, c'est bien avant. Donc pendant toute cette période d'avant, donc de l'époque médiévale jusqu'à la Révolution, hein, donc, et même au-delà après, mais surtout jusqu'à la veille de la Révolution, le partage entre le glaive et l'autel, ou l'autel et le glaive, comme vous voulez, se faisait parfois à l'avantage de l'un et pas de l'autre, mais parfois aussi de l'autre par rapport au premier. Parfois c'est la monarchie qui en tirait profit, parfois c'est le Vatican. D'ailleurs, souvent c'était le Vatican, je crois. Le trône aussi, bien sûr, le trône de l'Hexagone en a profité, bien entendu. Hein.
bien entendu. Mais enfin, c'est surtout, si vous voulez, c'est surtout le Vatican qui a gagné en grande partie, puisque si le Vatican est si majestueux aujourd'hui, c'est parce que pendant plus de 1000 ans, hein, les monarchies occidentales ont soutenu avec de gros efforts le Vatican. Le Vatican avait un État à l'époque qui était beaucoup plus grand que ce qu'on peut l'imaginer, hein. Aujourd'hui, le Vatican paraît petit, encore que c'est immense, mais à l'époque, jusqu'à Louis IX, le pape Pie IX, je crois, c'était comment dire, un territoire assez grand. Alors après, bien sûr, avec les Carbonari, la Révolution italienne, hein, la risom- la risorgimento, hein, comme on dit, jusque-là, le Vatican était puissant. Après, bon, il reste puissant quand même, figurez-vous, hein. N'allez pas croire parce qu'il y a eu la risorgimento que le Vatican est moins puissant. Il est toujours puissant, prégnant dans tous les enseignements que nous voyons à travers le monde occidental. Même avec des présidents, comment dire, des premiers ministres qui se disent laïcs, mais qui en fait ont tous été éduqués sur les principes religieux. Quand ce n'est pas des jésuites, c'était des ordres religieux, je ne sais pas moi, de différents ordres, mais toujours dans la religion, quoi, quand ils étaient plus jeunes. Et même, vous voyez, Emmanuel Macron, quoi qu'on en dise, il a un petit côté qui ressort parfois, je ne sais pas si vous faites bien attention. Alors je sais qu'Emmanuel Macron, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'écoutent, surtout depuis quelque temps. Mais quand même, il faut bien observer quand même. Bon, c'était un financier, on va dire, fabriqué. C'était pas vraiment un financier en fait, hein. C'était pas un banquier, hein. Il a été fait banquier, ou plutôt, plus exactement, il a été fait très proche de Rothschild en moins de 15 mois. Bah, c'est quand même étrange, non? Quand on sait que pour être chez Rothschild, il faut attendre au moins une quinzaine d'années avant de faire ses preuves et éventuellement. Bon, ça c'est une autre histoire. Mais enfin, Emmanuel Macron, comme tous les présidents qu'on a eus, même y compris François Mitterrand, Jacques Chirac, Giscard d'Estaing, puis De Gaulle, alors là, bien sûr, évidemment, le colonel De Gaulle, tous se sont imprégnés plus ou moins de la religion, d'une manière ou d'une autre, même s'ils se disent laïcs. Bon, bien que le colonel de Gaulle, il se disait quand même pratiquant. Bon, ça c'est autre chose. Mais les autres, ils se disaient plus laïcs. Pompidou, Giscard, Mitterrand, puis tous les autres, hein. Mais voilà, il y a quelque chose qui... Vous voyez. Alors, je continue avec le roi Charles le Gros, donc excusez-moi, je m'étais un petit peu égaré. Non, mais enfin, voilà, c'est vous dire que la religion, elle a à cette époque-là des Carolingiens une prégnance, une force, bon, qui s'avérera, on va dire, dans les siècles suivants. Alors, qu'est-ce que je peux lire là? Ouais, généalogie, bon, après on tombe dans les notes. Non, alors là, on va reprendre un petit peu. Euh, Charles s'empresse de récupérer l'Italie, donc aux dépens de son frère Carloman, ça on l'a dit, diminué par la maladie, pardon, donc Carloman, hein. Son autre frère, instigateur de la stratégie, Louis III le Jeune, je vais faire un petit crochet là pour voir un petit peu, d'accord. Saisit dans le même temps la Bavière sur Carloman, oui. Couronné roi d'Italie en 879, Charles soutient activement Louis III, bon, le jeune, qui, après avoir défendu en 876 les diocèses de Metz et de Trèves, possession de Louis le Germanique, convoite entre 879 et 880 toute la Losangie, mais ça je l'ai lu. Bon, enfin bref, après une victoire décisive sur les héritiers de Louis III le Bègue, de Francie occidentale, Louis le Jeune contrôle l'intégralité de la Lotharingie, traité de Richemont. Voilà, bon, je sais pas ce que c'est que ce traité de Richemont.
D'accord, en Germanie, donc, Germanie, d'accord. Ok. Et Charles obtient en récompense des droits sur des terres vosgiennes, donc ça c'est chez nous, aux confins de l'Alsace, et une partie de la dignité régalienne de la Lotharingie, en Lotharingie, pardon. Une source d'inquiétude gagne cependant les descendants de Charles II, le Chauve, et de Louis le Germanique. Bon, on ne voit pas qui c'est Louis le Germanique. Hein. Le Germanique. D'accord. Il est un des petits-fils de Charlemagne, d'accord. Bon. Bon. Ils tiennent un congrès de paix à Gondreville. C'est où ça, Gondreville? C'est chez nous dans l'Hexagone, je pense. Oui, à l'est de la France, situé en Meurthe-et-Moselle, d'accord. À l'été 880, Louis III et Carloman II de France cette fois, les fils de Louis II le Bègue, Charles le Gros et les représentants de Louis le Jeune, ils s'alarment de l'insécurité croissante causée par les Normands. Oui, pour pas dire les Vikings, hein, c'est ça. Il décide de mettre fin aux révoltes intestines provoquées par l'incroyable émancipation régalienne de Boson. De Boson, voilà. Vous voyez, Boson ou Boson de Provence. Bon. Et les terribles dévastations en Lotharingie, du fils illégitime de Lothaire de Lotharingie, Hugues, qui c'est Hugues. Bon, au terme de cette rencontre, les progressistes joignent les gestes à la parole en écrasant ensemble les troupes d'Hugues, commandées par son beau-frère Thibaut. Alors Charles le Gros, avec Louis III le Jeune, le Charles le Gros partage avec Louis III le Jeune le patrimoine familial après le décès en 880 de leur frère aîné, déjà en partie spolié, Carloman, et prépare activement son couronnement par le pape en tant qu'empereur d'Occident. Le 12 février 881, Hugues, en manque de soutien, donne la main à sa sœur Gisèle, au chef normand Godefried, qui est Godefried, mort en mai 1885, d'accord, est un chef viking, voilà. Vous voyez, la guerre des Vikings ne s'arrêtera que sous Louis XIV, mais on en parlera. Enrichi, installé sur la Meuse à Eislo. Voilà. Eislo, c'est où ça? C'est un village néerlandais, d'accord, situé dans la commune de Stein, dans la province de Limbourg, néerlandais, d'accord. En 882, bon, on lit tout ou quoi? Non, je vais pas tout lire parce que sinon on n'en finit pas. Bon, je vous laisse poursuivre la lecture si vous voulez, chers amis. Vous allez sur la page évidemment, hein, voilà. Alors, vous voyez, je vous disais que le partage se faisait entre le clergé, enfin le Vatican, et puis les royaumes, et notamment le royaume franc, se faisait de plus en plus. Autrement dit, je vais vous laisser une seconde là, chers amis. Je vais voir quelque chose si je peux. Bon, qu'est-ce que nous avons là? Non, ici on n'a rien. Bon, je prépare la page de quand il faudra clôturer parce que sinon je vais me faire doubler. Bon, c'est très long. Je comprends pas que. Comment s'appelle-t-il Windows est très. Enfin, Windows, remarquez, il n'y a pas que. Hein. Il n'y a pas que Windows, je dis toujours Windows, mais je ne sais pas si Mac est beaucoup mieux. On m'a dit beaucoup de bien, mais apparemment,
OBS Ninja semble dire que même sur Mac, il peut arriver que ça marche pas. Alors j'en sais rien. Je ne sais pas. Bon, j'attends que ça se... Oh là là. Bon, j'attends que ça se stabilise parce que là, on est vraiment mal parti. Ouais, vous voyez, c'est toujours en train de... Il chiffre tout le temps. Quand ça tourne en rond, comme ça, vous voyez, il y a un cercle rond, blanc, sur votre ordinateur, c'est que, bon, il chiffre. Et puis ça n'arrête pas. Oh là là là. Bon, je préfère rester là parce que... Alors, je voulais vous donner des nouvelles un petit peu de ce que je crois. On va voir un peu ensemble, chers amis. Alors, je vais aller sur la page 4-4-2, la page de Marcel, son directeur. Alors, on va voir un peu ce qui s'est passé. Je l'ai vu un peu ce matin, moi, de bonne heure, mais là, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça y est, c'est prêt, là? Bon, déjà, c'est pas mal. Et voilà, vous voyez, c'est ce qui m'agace. On peut pas faire ce qu'on veut, vous voyez. Regardez-moi ça, j'ai 2 pages et j'arrive pas à les avoir. J'arrive pas à voir les pages que je veux avec Windows, vous voyez. C'est incroyable. C'est fou. Non mais c'est fou, c'est dingue. Pourtant, c'est un ordinateur qui m'a coûté assez cher. Et je vois que non, il y a quelque chose qui ne marche pas. Bon, j'ai pas... Ah oui, oui, j'ai une nouvelle à vous donner. Alors oui, ça vient de chez nous, vous savez, dans l'Hexagone. On va peut-être mettre un moment cette page. Voilà. Ah, voilà, chers amis. C'est l'actualité du jour. Enfin, je vous annonce que un double 49.3, donc 49.3, en 1 heure, une première historique réalisée par François Bayrou. Alors ça, c'est pour faire passer le budget sur la sécurité sociale qui n'a pas vraiment de déficit. En fait, on vous dit qu'il y a un déficit de plus de 2 milliards ou je ne sais pas combien. En réalité, non, il n'y a pas de déficit à la sécurité sociale. Disons que les hauts partenaires, ceux qui sont les hauts partenaires ou la haute direction de la Sécu, ben, se partagent un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? L'argent, il va quelque part, il est détourné. L'argent qui doit à la sécurité sociale, déjà, par le mode de l'URSSAF quand c'est pour les entreprises, les commerçants, vous voyez, déjà, une grande partie ne rentre pas dans les caisses de la sécurité sociale. Moi, je vous le dis, hein, je peux être poursuivi, c'est pas grave. Je pourrais en fournir des preuves. Il n'y a pas véritablement d'argent qui rentre intégralement dans les caisses de la sécurité sociale. Du moins, quand je dis de la Sécu, je parle de la Sécu dans son fonctionnement. Je ne parle pas quant à ses membres qui font partie de la sécurité sociale. Les hauts responsables devraient savoir ce qui se passe. On n'en sait rien. Il y a un flou dans ces entrées d'argent à la sécurité sociale, soit via l'URSSAF, soit via d'autres organismes. Je ne sais pas s'il y a d'autres organismes. Oui, ben oui, les employeurs qui versent à la sécurité sociale directement, ou peut-être par l'URSSAF pour les petits auto-entrepreneurs et autres. Mais il y a une partie de l'argent, on ne sait pas où il passe. Ben oui. Alors vous voyez, on vous dit qu'il y a un trou. Ben non, c'est que l'argent ne rentre pas, c'est tout. Il ne rentre pas intégralement dans les prélèvements que... Voilà, c'est tout, c'est pas difficile. Hein. Bon, je vais essayer de remettre la page là, en entière, si je peux, sans que ça déclenche... D'ailleurs, c'est pas normal que se déclenche la vidéo, je ne demande pas qu'elle se déclenche. Bon ben tant pis, on va l'enlever. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, ouais. C'est lourd, Windows, c'est lourd. Je sais pas pourquoi, chers amis.
voilà, donc la page, je reviens ici sur la page de... Alors François B, alors qu'est-ce que c'était ce budget en fin de compte? Regardez. On va mettre la vidéo si vous voulez, non? Oui, allez, à côté. Parti pour. Ils réagissent. Une sélection de plusieurs réactions à un événement marquant. Monsieur Separ! Ils se régalent. Nous sommes tous ensemble désormais devant notre devoir. Dans les 10 jours, la France aura son budget, aura ses budgets. C'est pourquoi, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, j'ai l'honneur d'engager, en vertu de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, la responsabilité du gouvernement sur le texte de la commission mixte paritaire, complété d'amendements techniques et de coordination. Je vous remercie. Nous avons le meilleur gouvernement au monde. Il n'y a pas à dire. C'est pourquoi, sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité du gouvernement sur l'article liminaire et la première partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, dans leur version adaptée par le Sénat et modifiée par les amendements déposés par le gouvernement et figurant en annexe du courrier que j'ai adressé à la présidente de l'Assemblée nationale. Je vous remercie. Et de deux, en une seule journée, du jamais vu. Le PS a refusé la censure. C'est-à-dire que nous n'allons pas voter la censure ce mercredi sur le budget, parce qu'il faut un budget pour la France, mais nous déposerons à l'issue une motion de censure, parce que nous nous opposons plus largement à ce gouvernement, à ce qu'il représente, à ce qu'il a dit la semaine dernière sur la submersion migratoire, mais plus largement à toutes les remises en cause de l'état de droit, à toutes les remises en cause au niveau européen, du droit social, du droit économique, du droit... Bon, je vous épargne le reste, chers amis. Il n'est pas nécessaire de poursuivre cette mascarade parce ils ont tous passé au pouvoir, sauf, évidemment, vous allez me dire, le Rassemblement national. Et puis Mélenchon, bien sûr, Mélenchon et les filles qui n'ont pas encore été au pouvoir réellement. Bien que là, ils ont des députés. Le Rassemblement national ont des députés. S'ils sont si mécontents que ça, chers amis, pourquoi ne s'unissent-ils pas pour destituer à la fois le président, donc Emmanuel Macron, le mettre, comment dire, voter la destitution et la destitution du gouvernement? Pourquoi ne se mettent-ils pas en bloc? Il faut les 2 tiers, je crois, les deux cinquièmes ou quelque chose comme ça, pour destituer le président et son gouvernement. Alors pourquoi ne mettent-ils pas en place, puisqu'ils croient tous en cette constitution qui est un leurre? Voilà, c'est une constitution fantôme, je le rappelle. Mais ils sont tous contents d'être là parce que la place est bonne. Il y a des avantages, il y a un salaire, et puis un salaire, c'est pas le SMIC, hein, je peux vous le dire. Hein. Le SMIC représente même pas le quart de leur revenu de fonctionnement, c'est vous dire. Non, enfin en tout cas pas la moitié. Donc il faut s'arrêter de se moquer du monde. Il n'y a pas de, comment vous dire, il n'y a pas à dire. Ils sont tous contents d'être là, d'être en place. Bon là j'enlève ça. Voilà, je retire la page. Ah non, ça non, je ne vais pas faire ça quand même. Hein. Bon, alors qu'est-ce que je fais là? Si je remets ça, non. Voilà, là je peux le faire. Donc je retire cette page. Parce qu'il n'y a pas grand-chose, regardez. La Poste, Caisse des dépôts, les candidats d'Emmanuel Macron menacés de veto. La SNCF, là... Bon, allez, j'enlève le portrait de votre cher président, chers amis, ça va pas vous intéresser. Oh, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. D'accord. Bon, il faut que je remette le partage de l'écran. Ah, décidément, c'est difficile. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre ça, par exemple, voilà.
On remet la page d'histoire. Ici, c'est quoi ça? C'est moi. D'accord. Ok, ça fonctionne pas. Hein. Ça fonctionne pas comme je l'entends, chers amis. Bon, ben c'est comme ça, que voulez-vous. Alors bon, non, là je n'ai pas grand-chose à vous montrer. Bon, je reviens ici à la page d'histoire. Bon voilà, chers amis, cette vidéo va s'arrêter là. J'aurais bien voulu vous donner plus de nouvelles. Bon, oui, voilà, après le vote à l'Assemblée nationale, en 1 heure, je crois, hein, d'après ce que j'ai cru lire quelque part, en 1 heure de temps, François Bayrou, Premier ministre, a voté non, a pris 2 fois la responsabilité du 49-3. Autrement dit, c'est priver les représentants, mais enfin bon, il est vrai que l'Assemblée nationale, le Sénat, ne nous représente pas du tout. Et pourtant, ils devraient. Ils sont élus pour nous représenter, pour débattre à notre place. Mais vous voyez, ça montre bien que normalement, le peuple, c'est lui le peuple, c'est lui le souverain. Ce n'est pas l'Assemblée nationale ni le Sénat qui sont que nos représentants. Ils ne sont que nos représentants. Il faut le savoir, chers amis. L'Assemblée nationale n'est que le représentant d'un État de droit dont le souverain, c'est le peuple. C'est pour ça que autrefois, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a à peu près une dizaine d'années, c'était sous Jacques Chirac, je crois, quelque chose, ou alors plus de 10 ans, il y avait quelques invités. Alors maintenant, il n'y en a plus. Apparemment, il y avait quelques invités en haut de la tribune de l'Assemblée nationale, je ne sais pas à quel niveau. Il y avait quelques membres de gens parisiens ou de province. Alors je ne sais pas combien ils en prenaient pour venir assister au débat de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il y avait quelques gens de la population qui venaient, qui étaient là pour écouter, suivre les débats pour ceux qui voulaient les suivre. Hein. Évidemment, et c'est pour ça qu'ils font ça de nuit. Oui, en général, c'est pour décourager les gens à venir assister au débat. Parce que normalement, en invitant les gens d'un peu partout, de Paris, de la banlieue ou de province, venant assister au débat, ils voulaient faire ils faisaient une simulation de la représentation du peuple dans les débats de l'Assemblée nationale, fait par leurs représentants, députés et sénateurs pour le Sénat. Voilà, vous voyez, c'est vous dire que moi je me souviens qu'il y avait encore des débats où des gens venaient assister au débat. Oui. Alors bien sûr, c'était qu'une mascarade, mais enfin, ça avait au moins l'honneur du principe d'inviter des gens pour bien signifier que le peuple, c'est lui le souverain, selon l'article de la Constitution, dont même le colonel Charles de Gaulle a quand même inscrit, hein, il a quand même inscrit ce paragraphe de la Constitution de 1789, le pouvoir par le peuple et pour le peuple. Donc il donnait la parole, enfin, je ne sais pas s'il donnait la parole, mais enfin en tout cas, il y avait des membres de la population qui venaient assister au débat. Je ne sais pas si on les faisait parler, d'ailleurs je ne crois pas. Je ne crois pas qu'ils prenaient la parole. Et pourtant, ils devraient. Ils auraient dû faire ça. Normalement, c'est le peuple qui prend la parole, c'est pas ses représentants. Les représentants sont là que pour vous représenter, pour nous représenter, mais ils sont pas là pour prendre uniquement la parole, et pourtant c'est eux qui la prennent. C'est pour ça que, chers amis, les pouvoirs sont loin du peuple, très loin. Ils sont même à l'opposé, parce qu'ils font rien pour le peuple. Et même, vous voyez, l'exécutif, donc le Premier ministre prend la décision d'appliquer l'article 49-3. Autrement dit, pour vous dire, chers amis du peuple, taisez-vous, quoi, c'est moi qui décide, l'exécutif. Alors que le législatif, c'est eux qui sont nos représentants qui devraient normalement prendre des décisions. Mais non, ben non. Donc voilà. Voilà, chers amis, un petit peu ce que j'avais uniquement à vous dire aujourd'hui. Pas grand-chose, comme vous le voyez, hein, je peux pas... Alors, attendez, qu'est-ce que je fais là? Voilà, je reviens ici. Je remets le partage. Chers amis, nous nous disons à bientôt. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Je vous souhaite plein de bonnes choses.
beaucoup de joie, de bonheur en famille, avec vos amis et aussi avec vos collègues de travail. On se dit à très bientôt. Et la vie est belle, la vie continue, hein. Nous ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Voilà. Alors là, on va mettre ça. Bon, quand vous voulez. À bientôt. Au revoir. My care is like my shadow.